En fait, le Sénégal fait partie des pays de faible prévalence, donc avec un taux faible au niveau de la population générale, de 0,7%, mais très élevé dans certaines populations dites clés, notamment les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels du sexe, les utilisateurs de drogue par voie injectable et certains groupes vulnérables comme les détenus, les handicapés. C'est pourquoi on parle d'épidémie de type concentré. C'est une activité que je juge moi de capitale, parce que comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a initié une politique de tester et traiter pour atteindre les objectifs de 2030 qui sont d'éliminer l'épidémie de l'infection à VIH en tant que problème de santé publique, mais avec comme objectif intermédiaire en 2020 d'atteindre les 3,90. Donc avec comme ambition de dépister 90% des personnes infectées, de traiter 90% des personnes dépistées et de rendre indétectable la charge virale chez 90% des personnes traitées. Et donc c'est dans le cadre d'un passage à l'échelle au niveau de toutes les régions du Sénégal. On est conscient que le principal frein sera les ressources humaines de très bonne qualité, bien formées. C'est pourquoi on s'investit dans la réactualisation du module de formation qu'il faut adapter au contexte actuel et revoir un peu de fond en comble aussi bien l'agenda des formations que leur contenu. Pour que, en fait, quelle que soit la région considérée, quel que soit le formateur, que ce soit les mêmes messages qui soient passés au niveau des acteurs. Ça fait au moins, pour ne pas me tromper, plus de 5 ans qu'on n'a pas révisé nos outils de formation pour la prise en charge du VIH-Sida, sinon même plus. Et comme vous le savez, dans le domaine du VIH-Sida, il y a des changements qui viennent très souvent parce qu'il y a une actualisation régulière des connaissances au niveau international et même au niveau national aussi. Il y a plein d'études de recherche qui se font et des évidences sont partagées. Et à partir de ce moment, il n'est plus acceptable que dans nos activités de prise en charge que nous menons, qu'on soit en reste de ces nouvelles donnes. Donc, il est tout à fait compréhensible que la division de lutte contre le sida décide de rassembler en tout cas toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place ces outils de formation-là pour qu'on essaye de les mettre à jour, de revoir tous les nouvelles donnes et surtout le mettre en cohérence avec les nouveaux engagements du Sénégal. Je pense que cet atelier d'harmonisation vient à son heure parce que dans cette prise en charge, il est important de parler le même langage pour que les personnes vivant avec le VIH soient prises en charge de la même façon dans tous les endroits, dans tous les lieux au niveau du Sénégal. Donc il est important aussi qu'on ait des outils de formation qui puissent orienter tous les prestataires, où qu'ils soient au Sénégal, pour qu'ils puissent avoir les mêmes niveaux de connaissances et faire les mêmes interventions. Et le suivi aussi sera aussi un suivi sur le plan psychologique et social. Donc il y a un aspect social très important dans le suivi des personnes vivant avec le VIH. Et pour cela aussi, il faut former des gens capables de développer ce qu'on appelle la relation d'aide. Il faudrait qu'il y ait des prestataires qui sont bien formés en counseling, qui sont bien formés en accompagnement psychologique et social, qui sont aussi bien formés en éducation thérapeutique pour suivre la bonne observance chez les personnes vivant avec le VIH. Et il n'y a que cette bonne observance qui peut nous donner le résultat attendu, qui est arrivé à une charge virale qui est indétectable
c'est-à-dire qui est supprimé au niveau de la personne qui est traitée. La communauté internationale dispose de suffisamment d'arguments pour dire qu'il est préférable de traiter très tôt, de dépister et de traiter. Si vous avez assisté à cette première présentation de ce matin, on a rappelé 3 études, une étude START, une étude Temprano et une étude HCPN 052, qui ont vraiment joué un rôle majeur dans ces nouvelles recommandations, en montrant de façon claire et nette que, aussi bien pour la survie, aussi bien pour les complications sur le moyen et sur le long terme, il vaut mieux traiter très tôt. La prise en charge du VIH est extrêmement importante pour le programme du VIH, en ce sens que c'est ça qui permet un peu de régler le problème des malades. C'est vrai qu'il y a tout un processus de prévention qui intervient, mais l'essentiel un peu de cette prise en charge est thérapeutique. Et donc les acteurs qui doivent intervenir dans ce projet de traitement doivent être renforcés sur comment il faut faire ce traitement. Et actuellement, il faut dire qu'on a de nouvelles approches qui sont internationales et qui ont des objectifs, n'est-ce pas, donc à atteindre d'ici 2020, c'est les 3,90. Il y a toujours eu des modules de formation en prise en charge au niveau du Sénégal, mais je pense qu'avec l'évolution, n'est-ce pas, donc ces modules de formation ont beaucoup évolué et doivent être harmonisés, doivent être adaptés à la situation actuelle et également partagés avec les acteurs. Je pense que c'est pourquoi cet atelier qui permet un peu d'harmoniser, mais également d'actualiser ces modules de formation est extrêmement important. Parce que le Sénégal s'est engagé dans l'atteinte des 3,90. La prise en charge est très importante et dans ces domaines-là, il nous faut des outils, des connaissances nouvelles, des connaissances actuelles. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est de faire en sorte d'avoir une valise d'outils en matière de formation. Et dans cette valise d'outils, on mettra toutes les connaissances actuelles. On va actualiser toutes les connaissances, les mettre dans les mêmes types de présentation, former des formateurs pour l'ensemble du territoire national sur ces outils de formation. Et à partir de ce moment, la personne qui est formée à Dakar aura les mêmes niveaux de connaissances que la personne qui est formée à Kédougou, à Bakel, ou à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Pété, n'importe où dans le territoire national. On aura les mêmes outils de formation et les mêmes procédures de présentation. C'est ça qu'on appelle l'harmonisation. Donc on a déjà actualisé, on a pris toutes les nouvelles connaissances, mais à côté, on va faire une procédure de formation qui sera identique pour tous les prestataires que nous aurons à former sur l'ensemble du territoire national. Et tout cela, c'est au bénéfice du patient. C'est un problème, la mobilité des patients entre les différents sites de prise en charge, ça pose problème. C'est lié à beaucoup de facteurs, mais qui ont un impact négatif sur le programme. Si on prend juste le fait que, parce que le suivi et évaluation, qui est un peu mon domaine, attache beaucoup d'importance sur la collecte d'informations à partir des sites. Et si un site ne retrouve pas les traces d'une personne qui est suivie dans ce site, il est considéré comme perdu de vue. Et donc ce qui fait que la conséquence, c'est que le programme va carrément considérer que cette personne n'est plus dans le site actuel, donc déclaré comme perdu de vue, qui va être comptabilisé dans les performances donc, de ce site. Mais le site d'accueil, le site qui a accueilli ce patient, va considérer que ce patient est un nouveau patient, n'est-ce pas, donc, qui a intégré la prise en charge. Donc ça veut dire qu'il y aura quelque part où cette personne est déclarée perdue de vue, et de l'autre part où elle est considérée comme nouvelle. Je suis très optimiste parce qu'en tant qu'actrice dans la réponse au VIH et ayant peut-être une certaine expérience par rapport au vécu, moi je pense que je suis très bien placée pour parler d'optimisme. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une lutte multisectorielle et la réponse aussi doit être multisectorielle. Il faut qu'il y ait une collaboration, une bonne appropriation du programme VIH et que les gens aussi comprennent qu'est-ce qui est dans la lutte contre le VIH. Je pense qu'aujourd'hui, les 3,90 peuvent être
c'est un défi pour nous. Même on a un peu contribué à stigmatiser cette affection. Les ARV ne sont pas plus que des médicaments. Si vous prenez d'autres médicaments comme l'aspirine, quel que soit le médicament considéré, il y a toujours une liste d'effets secondaires. Mais dans la vraie vie, dans notre pratique, on peut avoir des effets secondaires graves, mais c'est exceptionnel. Et donc, en fait, il faut considérer les antirétroviraux comme des médicaments, comme les autres, qui peuvent avoir des toxicités. Et à chaque fois qu'il y a un phénomène de toxicité, que ça soit modéré ou grave, il y a toujours une conduite à tenir adaptée. Et le cas échéant, une option de deuxième, ou une option en tout cas pour remplacer la molécule en cause. Donc le traitement, fondamentalement, ne pose pas de problème. Moi, je pense que ce n'est pas une question de refus. Si le malade refuse, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et nous, en tant que techniciens, en tant qu'aussi au niveau opération, nous devons être capables de gérer les états d'âme, mais aussi d'amener le patient vraiment à s'approprier du traitement antirétroviral avec tout ce que ça incombe comme avantage, mais aussi comme effet secondaire. C'est notre faute à nous, acteurs de la santé, parce qu'on a communiqué mal. Et vous vous rappelez un peu du début de l'épidémie. On a présenté l'infection à VIH comme cette maladie mortelle, pour laquelle il n'y a pas de traitement. Mais ce qui est complètement faux. Même quand on fait ce qu'on appelle un traitement symptomatique, il y a un traitement. En réalité, les données ont changé de façon radicale. Il y a un traitement qui est efficace. Une personne, l'exemple que je donne, c'est qu'un Sénégalais qui prend correctement son traitement, qui est indétectable, il a la même espérance de vie qu'un autre Sénégalais du même âge qui n'est pas infecté. Je crois que c'est le type de message positif qu'on a intérêt à véhiculer. Aussi bien par rapport au traitement que par rapport à surtout son efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la prise du traitement antirétroviral, c'est pas une question, c'est une question de communication. Il faut communiquer avec les patients. Et ça, quand vous donnez un traitement, il faut essayer de discuter avec le patient pour lui demander qu'est-ce que je vous donne, pourquoi je vous donne ce traitement. Il faut que le patient ait au moins une bonne compréhension, non seulement de sa maladie, mais aussi des médicaments que vous allez lui donner. Parce que c'est des médicaments que ces patients doivent prendre à vie. Parce que le traitement antirétroviral, c'est un traitement à long terme. Et pour cela, il faut quand même voir les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ce qui est bénéfique, poser le pour et le contre. Et aujourd'hui, vraiment, toute personne qui veut vivre avec, qui veut vraiment avoir une longue vie, une qualité de vie, doit quand même adopter le traitement antirétroviral. Et nous, en tant que prestataires, notre rôle principal, c'est surtout de discuter avec le patient pour l'amener à accepter sa maladie, mais aussi à se prendre en charge. Nous remercions au passage les universitaires qui nous accompagnent. On a quand même dans l'équipe beaucoup de professeurs, de médecins, d'assistants, etc., qui ont la vocation d'enseigner. Et c'est important. Tout ce qu'on fait, on cherche les personnes qui sont les plus indiquées à faire ce travail-là et on leur demande d'apporter leur contribution à la bonne marche du programme. C'est pourquoi à chaque fois que nous développons une activité, on va essayer de voir quel est le secteur qui est le plus à même de nous aider pour avoir les meilleures connaissances. Aujourd'hui, nous pensons que nous disposons d'outils actualisés et harmonisés que nous pouvons partager avec tous les prestataires sur l'ensemble du territoire national.